Pourquoi s'entêter à reproduire les mêmes erreurs que les anciens alors qu'ils ont parcouru le chemin, qu'ils ont gagné de l'expérience et qu'ils en ont tiré des leçons? Quelle est l'idée d'aller recopier les mêmes erreurs? Imagine que tu décides, pour une raison bien spéciale, d'organiser un repas chez toi et que tu invites les convives à venir à une certaine heure pour l'occasion. Et quand ils arrivent, tu leur dis « Oh là là, désolé les amis, mais là on ne peut pas démarrer parce que j'ai eu un problème, je n'ai pas été livré de mon bois, donc j'ai pas pu faire la cuisine. Il va falloir que j'aille chercher le bois par moi-même, que j'aille le couper, que je le ramène pour pouvoir faire la cuisine. » Et là ils vont te dire « Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Tu es encore au bois alors qu'on a tous les systèmes modernes pour faire la cuisine? C'est pas possible, enfin tu rigoles !» Et ils auront raison de t'accrocher de cette façon-là parce qu'aujourd'hui on est dans une époque où les choses ont évolué dans tous les domaines. Je veux dire, tu prends par exemple l'habillement, on n'a plus à s'habiller comme on s'habillait par le passé. On a une meilleure compréhension du textile, on a une meilleure compréhension de nos besoins vestimentaires. Et donc, pour ça, l'offre est beaucoup plus diversifiée. On n'a plus à s'habiller uniquement comme on le faisait par le passé. Tu prends l'habitat, c'est la même chose. Aujourd'hui, on est même capable de retourner dans la forêt, aller vivre en forêt, dans des conditions très confortables, alors que ce ne fut pas le cas par le passé. Cela parce que la technologie, les nouvelles idées nous permettent d'aborder cet aspect des choses de façon totalement différente. On évolue tellement même que sur le plan relationnel, regarde ce qu'on est capable de faire. C'est fabuleux aujourd'hui. Les relations hommes-femmes ont pris toute une dimension grâce à la technologie. Mais là, c'est une pointe d'humour. Pour les anciens dans le Jiu-Jitsu, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel au tout début. En écoutant par exemple John Will et Matt Tonton, meaning martial arts training. So I came out and then I went and had 5 lessons with Horian Gracie for $100 a lesson. So I got fleeced. I got nailed. And that was all my life savings. Really, I had no money. But it was worth it. I mean, right? It was worth it because, you can imagine what I learnt, Matt, in the first 5 lessons. Upper, armbar, simple sweep and a few things. But that was enough. I mean, I came back to Australia and fought with any judo, black belt, or jiu-jitsu, Japanese jiu-jitsu black belt I could find. And I was winning with 5 lessons. I mean, yourself had a little bit of not so much the knowledge, but at least a basic strategy, right? Yeah. So I thought I should have maybe 20 lessons. I mean, look what I did with 5. But Hegan was into it. And I learned much more of Hegan. So when I came back 6 months later with the intention of going to Brazil, because I thought in Brazil it'll be free like it is in Thailand and in Indonesia and India, it'll be incorrectly. I thought that. I came back, went to Horian. I said, I want to take one more lesson with the intention of getting an address out of him in Brazil. There was Hegan there. And I did the lesson with Hegan and he said, don't train here. No good. Come with me to Rio. And he was leaving Wednesday and we've been great friends ever since. So that's the short story. On peut se rendre compte que par le passé, c'était un autre état d'esprit. Tout était rare. Donc, étant en Australie, isolé de tout et n'ayant aucun accès au jiu-jitsu brésilien, on peut comprendre dans une certaine mesure qu'il ait développé ce genre d'état d'esprit où il avait l'impression qu'il fallait absolument garder pour lui l'information et faire attention de ne pas la gaspiller. Et puis on le comprend, étant dans un pays où il n'y avait pas de jiu-jitsuka, c'était quelque part une façon pour lui de survivre et de continuer de pratiquer quelque chose qui était si rare à l'époque. D'ailleurs, dans un épisode, Jocko Willink fait mention de la frustration comme étant le passage obligatoire de la personne qui débarque dans le jiu-jitsu parce que pendant au moins 3 mois, 6 mois, elle va connaître un trou noir et des personnes qui vont lui rouler dessus parce qu'elle ne saura pas ce qui lui arrive. Il y a une nuance à porter tout de même à cette notion de frustration parce que une chose est d'être frustré parce qu'on n'arrive pas à faire les choses, mais qu'on comprend les raisons pour lesquelles on n'y arrive pas. Une autre en est de ne pas y arriver et de ne pas savoir pourquoi. Dans le premier cas,
on est informé. Dans le deuxième cas, on n'est pas informé. Le fait de ne pas être informé est le système dans lequel le jiu-jitsu a vécu au tout début parce que l'information était rare. Aujourd'hui, l'information étant abondante, l'état d'esprit doit être différent quant à l'abord de ce jiu-jitsu brésilien et des autres domaines. Alors, voyons voir en quoi est-ce que ce doit être différent. Pourquoi est-ce qu'il ne faut plus faire comme les anciens, aller dans les mêmes erreurs que les anciens. Dans une interview récente, John Danaher parle du pourquoi comme étant la base sur laquelle il faut s'appuyer pour construire sa compréhension du jiu-jitsu. Avoir une raison, un pourquoi, une cause, quelque chose de profond qui anime l'apprentissage du jiu-jitsu brésilien. One of the best ways you can do this is to go beyond teaching how to do things and start by asking the question, why are we doing things this way? Because when you convey to someone why they're doing things the way they are, what's the meaning of it, they tend to see the big picture first. And once they have the big picture as a general guide for direction, then they can always fill in the small details of how to do things over time. Right. So I always begin teaching with the why, and then over time flesh out the details of the how. You're never going to be an effective jiu-jitsu player if you have just a broad sense of direction, because you'll lose on the details. But you can't, on the other hand, just be a details guy, because then you have no broad sense of direction to go in, and so you tend to meander and get lost in complex side trails and never go forward to your original purpose. Right. So you need a sense of direction and purpose, and you need to mix that with the sense of the details which enable you to fulfill that purpose. I normally begin with the big picture and then ask students to fill in the details over time. So everything begins with the why. Why are we doing things the way we do? What's the meaning behind it? Then once that's set, then over time I can fill in details upon details upon details. And I find in that way students make extraordinarily quick progress and can recall complex information under a lot of stress. So I think context is really important. So the way we teach things, the order we teach them in, I think there's a lot of work that's still left to be done in that area. Yeah. Because the work being done in terms of the amount of recipes and ideas coming out, that's out of control. Right? There's endless amounts of that. That doesn't need any more help from me. But the only way I think I can contribute is say, hey, listen, you're going to teach those 5 things. I'm very clear why out of those 5 things, you should teach that one first. Yeah. I'm very clear on that, and I can tell you why. Pourquoi est-ce que tu fais du jiu-jitsu brésilien? Pourquoi est-ce que tu vas choisir de réaliser cette technique plutôt qu'une autre? Pourquoi est-ce que tu fais de la compétition? Pourquoi est-ce que tu veux perdre du poids, par exemple? Pour quelle raison? Pourquoi est-ce que tu te retrouves dans une relation qui ne marche pas? Quelle est la raison qui explique cela? La raison. Simon Sinek parle bien de la raison comme étant la base dans toute démarche comportementale. Quand on a une raison, et après on peut se préoccuper du savoir-faire qui est le comment, puis après du quoi faire qui est la chose à faire. Cet ordre des choses permet une fondation beaucoup plus solide des choses. Et ça, c'est ce que l'on sait aujourd'hui. En deuxième point, on va parler du mindset. Ton état d'esprit, le tien, quand tu vas commencer à apprendre le jiu-jitsu ou depuis que tu as commencé à apprendre le jiu-jitsu brésilien, quel est l'état d'esprit dans lequel tu abordes cette discipline? Quel est l'état d'esprit dans lequel tu abordes les choses dans le quotidien? Est-ce que tu es quelqu'un qui veut absolument gagner? Est-ce que tu es quelqu'un qui veut absolument progresser? Parce que les deux sont parfois incompatibles. Est-ce que tu es le genre de personne qui veut absolument avoir raison tout le temps? Est-ce que tu es le genre de personne qui peut t'accepter de temps en temps d'avoir tort? Parce que ça, c'est l'état d'esprit qui va conduire aussi tes réalisations sur le tatami. Les anciens, quand ils se retrouvaient sur le tatami, quand on les entend raconter leurs anecdotes, il fallait être le plus fort sur le tatami. Il fallait être de domination totale. Et c'était ça la priorité, si bien que parfois,
les rounds finissaient dans des états calamiteux physiques qui ne permettaient pas de pouvoir renouveler des sessions d'entraînement par la suite. Si tu es la personne qui cherche à dominer les chances, à avoir le dernier mot, à avoir raison coûte que coûte, eh bien, c'est un état d'esprit qui ne sera que limité parce que, à un moment donné, il faut accepter d'apprendre, accepter de te tromper, accepter d'être en réserve, accepter d'être enrichi par autre chose que les idées qui peuvent être installées, nichées dans ton esprit. Le troisième point que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est celui du langage de la précision comme étant la source première de la valeur. Pourquoi? Parce que plus ton langage est précis, plus l'information est précise, plus tu as accès à quelque chose de fin, de détaillé d'un côté, plus tu as accès à quelque chose de holistique de l'autre côté, plus tu te mets dans des conditions de progression très très significatives. C'est une chose par exemple de savoir que le triangle est une technique de strangulation que l'on effectue avec ses jambes autour du cou et du bras de son adversaire, qu'il y a peut-être une version aussi opposée, etc. Et c'en est une autre, par exemple, de savoir qu'il y a donc 5 triangles différents disposés en une famille A et une famille B, qui te permettent d'avoir la vision large du système des triangles, et après, pour chaque triangle, les détails appropriés. Cela te rend déjà beaucoup plus riche dans ta façon d'aborder la technique du triangle. Le langage, c'est aussi la qualité atmosphérique, c'est-à-dire que plus on a un langage qui est riche, varié dans le domaine, plus on peut s'assurer que l'information est affinée, raffinée, et parce que tout part de l'information permet d'améliorer des compétences. Donc, surveiller le langage, surveiller la qualité de l'information est quelque chose qui n'est surtout pas à négliger par les temps modernes, puisqu'on le sait aujourd'hui et que les anciens ne le savaient pas. So the first thing I do when I coach students is I get them talking the same language. Everyone comes in the room, they all speak the same language. They learn to make extremely fine-grained distinctions. My students are famous for the use of a leg control method, ashigarami. Okay? Now, when I began jiu-jitsu, there was only one form of ashigarami. You just learned the basic ashigarami, and everything was done from there. As time went by, we learned that there are many forms of ashigarami, and I had to denote names for each one of those variations, so that when it's time for me in a world championship final to throw out information to my student, I don't just say, do that ashigarami thing that we did a couple of weeks. No, there's a precise, okay? Go into double 50 ashigarami. I can say that in 2 seconds. And now my student knows exactly what I want, and he'll go right in and secure it immediately. And so, yes, you're absolutely right. Language is a huge part of my coaching curriculum. Le point numéro 4 est celui de l'équipe, celui de la team. C'est-à-dire que il y a deux façons de l'aborder. Il y a une façon qui est celle de Gordon Ryan. I'm like so moved by the writing that you've done on Gary and your years in the car together, driving up and back from New Jersey to New York. I mean, that story and friendship, all those years together building. Can you just like expound on that a little? Yeah, I mean, so, Gary, I've said this before and I'll say it till the day that I die. Gary was a huge part in my success. He drove me into the city, paid for me, we drove into the city, and people don't realize, it's like driving from Monroe Township in central Jersey to New York City 7 days a week. It's like over $2,000 a month, between tolls and gas and parking. And, Gary would drive in with me. It was me and Gary initially, and nobody else drove in. I was working, I was offering to pay. Right out of high school, I went to college part-time and I started working full-time. I offered to pay, what I could, at least at the time. And Gary refused to let me pay. He would pay for everything. He would drive in, he would pay for parking, he would pay for tolls, he would pay for gas.
He took a big burden off my shoulders, just coming out. He's a little bit older than me. He was, I think, 4 years older than me. So just coming out of high school and wanting to be a professional grappler, he took a lot of stress off my shoulders of, trying to get my finances in order. Plus, I was an idiot. I was like so obsessed with buying like a nice car that I would just like spend $500 a month on a car payment, but not like save money to go to training. So, but we would go in and he would buy me food occasionally, but he would pay for everything going into the city. On top of, that's just off the mat. On the mat, obviously he was my coach, for a long time. He would do anything to help me. He would stay at the gym at Brunswick for 6 hours. I mean, we were there for until 3 a.m. one day practicing outside heel hooks because I just couldn't get an outside heel hook down the right way. So he's always done and will do anything that I ask him to, and he's the best friend and best instructor that you can ever ask for. Really, I mean, that guy will do anything for any one of his friends, and he did it for me. I mean, he's a huge part of the reason why I'm successful, and the reason why I was introduced to John in the first place. Without him, I may have never even came across John or went to the city or any of that. Et il y a une façon qui est celle d'Amal Amjaïd. Compétition. Mais j'ai envie de dire que on a des règles de base. Et puis t'as des personnes, forcément il y a des personnes qui les respectent pas et d'autres qui les respectent. Les athlètes ne sont pas. Cet échange est vraiment bénéfique. Tu penses vraiment que... Attends, je t'arrête parce que comme j'ai l'occasion. Tu penses que ça c'est dans la tête de tous les champions, ça? En fait, ils n'en prennent pas conscience, mais c'est quelque chose d'inconscient peut-être pour eux, mais moi j'en suis consciente, j'en suis parfaitement consciente que sans tous mes partenaires d'entraînement, je ne serais pas la même athlète, je ne serais peut-être pas championne du monde, sûrement pas. D'accord. J'ai besoin de mes partenaires et je sais très bien qu'ils veuillent ma réussite, qu'il y a de l'entraide, qu'il y a de l'échange, qu'ils me donnent leur avis. Donc c'est vraiment cet échange, c'est un lien qu'il y a entre moi et eux, et c'est un lien qui s'est créé par le jiu-jitsu. Quand on réalise la combinaison de ces deux approches, on se rend compte que l'équipe autour de soi est une valeur très importante au même titre que l'information que l'on reçoit. C'est-à-dire que ce sont en gros le capital sur lequel on peut compter pour pouvoir progresser. Alors c'est vrai que les anciens racontent souvent des anecdotes où ils se retrouvaient sur les tatamis et les uns à casser les bras des autres, à être complètement décimés après une phase d'entraînement. Mais c'est une façon d'aborder les choses qui était pour moi limitée aujourd'hui parce que le partenaire doit être vu et vécu comme quelqu'un de très important jour après jour. Donc s'assurer de son intégrité physique, intégrité psychologique et de sa motivation à donner le meilleur de lui, c'est quelque part investir sur une qualité optimale de sa propre progression. Et voilà, aujourd'hui, ce qui est important de mettre en emphase par rapport à ce que ça a pu être par le passé. Alors pourquoi est-ce qu'il faut s'obstiner à perpétrer les mêmes erreurs que les anciens alors que nous vivons une ère où l'information est gigantissime, abondante, étoffée? Pourquoi? Je te dis à la prochaine vidéo.